So what is important is to have your voice now at this critical moment, because everybody would agree that we have a short window at the beginning of this year to really restore trust, and you are in the center of many activities which will be decisive whether humankind can re-establish trust into our future. So, Madam President, we look forward to what you have to share with us, and maybe we have time for one or two questions. I'm pleased to invite the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, to take the floor. Thank you very much, dear Klaus. Thank you, ladies and gentlemen, for inviting me again. And indeed, it's worth looking back. When I was with you in Davos a year ago, Donald Trump's visit was at the center of attention. And we were worried about the stability of our global alliances. And climate activist Greta Thunberg was also on top of a guest list full of stars. And indeed, my speech focused on the European Green Deal and, of course, digitalization. But at that time, other news very quietly were coming to us from China, and they were barely noticed by most of us. Few suspected at the time that this would be the start of a pandemic that a year later would still hold us in its grip. And yet, there were signs in Davos last January. Richard Hatchett, for example, the former White House pandemic advisor, he was a lone voice when he said, and I quote, "This is not a Chinese problem. This is a problem for the whole world," end of quote. And he was to be proven right. And a year ago, my bilateral talks revolved primarily around the question, would, for example, the US government impose punitive tariffs on European car makers? Today, a year later, we are worrying about whether democracy itself might have been permanently damaged in the last 4 years. And images like we saw a few weeks ago when an angry mob stormed the Capitol were beyond my imagination. And yet, the dangers that social media poses to our democracy were also already discussed in Davos. I remember sitting in a basement restaurant of my hotel with, among others, the business journalist Rana Foroohar and the former Google developer Tristan Harris. And you might have seen some of them in the documentary, The Social Dilemma. I can only recommend it. At that time, the activists warned about the business models of big tech companies and the consequences for our democracy. And they described how the economic laws of social media are eating away at the fabric of our society, and how fake news, driven by algorithm, spread 6 times faster than real news. They pinned their hopes on Europe because the European Union had already proven that it is able to set standards that are respected around the world, such as with our General Data Protection Regulation, the GDPR. So the warning signs were already there in Davos. Ladies and gentlemen, there is no better place than the World Economic Forum to find out about the major trends in our society, or to be updated on what is keeping up at night entrepreneurs and philanthropists, or managers and the NGO community. To see how policymakers look at the future, but sometimes you just have to listen carefully. And this year, the World Economic Forum is once again asking the right questions with your initiative, Klaus, the Great Reset. We must learn from this crisis. We have to change the way we live and do business to be able to keep what we value and hold dear. If temperatures keep rising and nature keeps disappearing,
we will see more natural disasters and zoonotic diseases. We have spoken a lot about the links between biodiversity loss and COVID. Now we must move to action. And to understand why, I want you to accompany me to a remote village in Guinea, just for a minute. There, a young boy playing next to a tree some years ago is thought to have been the first victim of one of the worst outbreaks of Ebola. A hollow tree had been infested by bats. The animals had been pushed towards the village because 80% of forests in the region had been destroyed. And we do not know exactly what happened there, but what we do know is that the boy became gravely ill and died a little later, as did his sister and his pregnant mother. And we do know just how tragic the repercussions were across Africa and the world. And if we don't urgently act to protect our nature, the next pandemic will be around the corner. So I've seen the question many times, and quite frankly, I get asked the questions. We're coming to a point where people are going to have to take these vaccines. That looks as though it's the reality, either in the context of work or in the context of travel. Based on what you're saying, they're in a lose-lose situation. What does this mean? Well, what does this mean is very clear. It's very clear what this is going to mean. So let's consider the consequences of this, both at the population level and at an individual level. Because I would well understand if for the population it's maybe not the best thing to do, but on an individual level, it's still okay. Yeah, then that's not an easy question. But as a matter of fact, it's exactly the opposite. Well, it's not the opposite, it is detrimental, both on a population level as on an individual level. And I'm telling you why. I think the population level, I explained you, we are increasingly facing highly infectious strains that already right now we cannot control, because basically what we are doing is that we are turning, when we vaccinate somebody, we are turning this person in a potential asymptomatic carrier that is shedding the virus. But at an individual level, I just told you that if you have these antibodies, and at some point, and I'm sure people can challenge me on this, but reality will prove it. I think we are very close to vaccine resistance right now. And it's not for nothing that already people start developing, new vaccines against the strains, etc. But what I was saying is that, okay, if you miss the shoot, okay, you could say nothing has happened. No, you are at the same time losing the most precious part of your immune system that you could ever imagine of. And that is your innate immune system. Because the innate antibodies, the natural antibodies, the secretory IgMs, will be outcompeted by these antigen-specific antibodies for binding to the virus. And that will be long-lived. That is a long-lived suppression, and you lose every protection against any viral variant or coronavirus variant, etc. So this means that you are left just with no single immune response. With it's none. Your immunity has become nihil. It's all gone. The antibodies don't work anymore, and your innate immunity has been completely bypassed. And this while highly infectious strains are circulating. So I mean, if that isn't clear enough, I really don't get it. And people, please do read my what I posted, because it's science. It's pure science, pure science. And as everybody knows, I'm a highly passionate vaccine guy, right? And I have no criticism on the vaccines. But please use the right vaccine at the right place, and don't use it in the heat of a pandemic on millions of people. We are going to pay a huge price for this. And I'm becoming emotional because I'm thinking of my children, of the younger generation. I mean, it's just impossible what we are doing. We don't understand the pandemic. We have been turning it in an artificial pandemic.
Who can explain where all of a sudden all this highly infectious strain come from? Nobody can explain this. I can explain it, but we have not been seeing this during previous pandemics. During natural pandemics, we have not been seeing it because at every single time the immunity was low enough so that the virus didn't need to escape. So back at the end of the pandemic, when things calmed down and there was herd immunity, it was still the same virus circulating. What we are now doing is that we are really chasing this virus, and it becomes all, increasingly infectious. And I mean, this is just a situation that is completely out of control. So it's also, we are now getting plenty of asymptomatic shedders, people who shed the virus because if they are vaccinated or they have even antibodies from previous disease, they can no longer control these highly infectious variants. So how does that come? Does anybody still understand the curves? I see all these top scientists looking at these curves, at these waves, like somebody else is looking at the currency rates at the stock market. Voilà. Ça, c'est le point où on en est pour vous montrer. Effectivement, ça, c'est la représentation de la protéine spike. Je vous rappelle, c'est une des protéines qui induit le plus d'immunité, d'anticorps. C'est la protéine qui est utilisée dans plusieurs vaccins, la plupart des vaccins disponibles. Et vous voyez toutes les mutations qui sont déjà apparues sur cette protéine spike, ce qui fait penser que, déjà, je pense que les gens qui font des vaccins basés sur la structure de spike sont en train de préparer des nouveaux lots de vaccins qui intègrent d'autres protéines spike plus complexes, parce que vous voyez que il s'est passé tellement de mutations qu'il est bien possible que ces variants résistent au vaccin tel qu'il est proposé maintenant. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, maintenant à peu près tout le monde le dit. Au début, quand on dit les choses, on a l'impression que c'est une fantaisie, mais en pratique, après, tout le monde finit par trouver la même chose. Et donc voilà les points. Et nous, ce que vous voyez, les points verts, c'est le nouveau mutant dont je viens de vous parler. Mais parfois, il y a plusieurs couleurs parce qu'il y a des mutants qui en ont plusieurs. Et vous voyez, c'est le point, bien sûr, le 501, un peu tout le monde, les Anglais, les Brésiliens, les Sud-Africains et notre nouveau virus, là, ont cette mutation-là. Mais vous voyez, tous les points verts, c'est des mutations. Il y en a qui sont spécifiques de ce nouveau virus, et puis il y en a qu'on retrouvait dans d'autres virus. Mais vous voyez, lui, il présente 7 mutations dans simplement cette protéine. Donc, on peut voir s'accumuler les mutations dans cette protéine. Et donc, ça oubliera certainement de réfléchir sur les vaccins de prochaine génération, savoir s'il faut toujours utiliser que la spike, ou mettre la spike et d'autres antigènes, ou s'il faut mettre plusieurs spikes à la fois, de manière à pouvoir couvrir le risque et ne pas sélectionner les mutants qui ont des spikes qui permettent de résister à la vaccination. All they can say is, oh, it goes up, it's stabilizing, it may go down, it may go up, etc. I mean, that is not science. They don't have any clue. They don't even know whether the curve is going to go up exponentially or whether it's going to go down or whatever. They're completely lost, and that is extremely scary. That has been the point where I said, okay, guy, you have to analyze, you have to, but these people are not listening. That is the problem. And this is also why early in the pandemic, the European Union, together with organizations like the World Economic Forum or the Gates Foundation and Global Citizen, organized pledging initiatives to mobilize funding for the global coronavirus response. In the COVAX Vaccination Alliance, the European Union, together with 186 countries, will be securing millions of doses of vaccines for low-income countries. The point is that it is only by working together across borders and across sectors that we can tackle our global challenges. No private company or public authority can do it alone. And this is why I believe this new form of blended partnership should prepare and protect us against the next big risk. This is a blueprint for cooperation in today's world. We need to bring together
the innovation and the capability of the private sector, and the long-term vision and predictability and the funding of the public sector. It is in this spirit that Europe will propose to create a biodefense preparedness program. This will be a public-private partnership with European Health Emergency Response Authority, or in short, HERA. This new program, it will be proactive. We cannot wait for the next pandemic to start preparing. So this new program will be permanent. And it will be fully dedicated to discovering and preparing for known and emergent pathogens, and then developing and manufacturing vaccines at scale to respond to them. Alors, les étapes de la création ça part assez loin, puisque ça part dans le rapport sur les maladies infectieuses et le bioterrorisme que j'avais fait pour Jean-François Mattei en 2002-2003. Et ma conclusion, c'est que nous avions un retard dans l'organisation et qu'il fallait créer des infectiopôles. Et moi, je ne disais pas qu'il fallait créer un infectiopôle à Marseille, je dis qu'il fallait en faire 7 en France, qui étaient les villes, qui étaient le Puy-de-Damique, en regroupant la veille, la recherche. Et je proposais d'ailleurs que la CIR soit intégrée dans les... Je continue à le penser. La CIR soit intégrée dans ces infectiopôles pour que tout le monde se mette ensemble et qu'il y ait des transferts de manière de penser qui se fassent ensemble. Et puis... Monsieur Dumont était en charge de mettre, à la suite de ce projet, a été mis en charge par Monsieur Mattei de mettre en place ce projet. Et puis, ensuite, les choses se sont déroulées d'une manière telle que malheureusement, le projet de créer au niveau national des infectiopôles ne s'est pas fait. Mais du coup, ça a déclenché cette idée chez moi. Et puis, j'ai dit finalement, si l'État ne le fait pas, je vais le faire moi. Donc, on a fait un projet de dépôt de CPER en 2006. Et puis, moi j'ai commencé à négocier avec le directeur à l'époque de l'assistance publique pour faire ce que moi j'appelle la course aux armements, c'est-à-dire un niveau d'équipement qui devienne unique au monde en termes d'équipement susceptible d'être utilisé pour faire de la microbiologie. Donc ça a commencé avec Guy Vallée, et donc je lui ai dit, vous me donnez 1 million d'euros et je fais 1 million d'euros de bénéfices sur les réactifs en échange. Et on a fait un premier appel d'offres qui nous a couvert d'ailleurs le truc. On a fait le premier appel d'offres européen sur un appel d'offres complet sur toute la virologie, en disant on fait tous les charges virales, la sérologie, etc. Et on a taillé les prix et rien qu'avec ça, on a gagné 1,2 million d'euros sur 4 ans, donc c'était remboursé. Il faut reconnaître qu'on les a menacés de faire de la PCR maison à la place. D'accord, sur la charge virale. Et donc, ça a été un argument de poids, et donc ça a marché. Et depuis, effectivement, on essaie de gagner, depuis sur les appels d'offres, à chaque appel d'offres qu'on fait ici, on essaie de gagner à peu près 20% en coût de fonctionnement par rapport à l'appel d'offres précédent. Donc, ce qui crée une source d'économie. Mais entre-temps, on avait réussi encore à faire un nouvel investissement avec un microscope électronique payé à 50% pour le FEDER. Le FEDER, vous savez sans doute que la France en général et ici la région en particulier renvoie des dizaines de millions de FEDER. Et donc la préfecture a fini par identifier qu'on était très bon pour avoir des dossiers à la dernière minute, si vous voulez. Et donc quand ils ont de l'argent à la fin qu'ils n'ont pas engagé, donc il faut faire du surbooking, vous savez. Donc après c'est difficile parce qu'on ne sait pas quelle est la proportion de surbooking. Mais même la dernière fois, on leur a dit mais faites au moins 10% de surbooking. Ils ont fait 10% de surbooking, mais même 2 mois avant, il leur restait encore 3 millions à dépenser. Donc on avait nous des dossiers pour 3 millions. Donc on a réussi à les avoir. Donc le FEDER c'est très bien si vous veillez. Vous savez comment ça marche, le FEDER, c'est très bien parce qu'en général, il leur reste de l'argent parce que les gens n'ont pas réussi à rester dans les clous, ou ils n'ont pas les bons dossiers, ou ils ont trop traîné. C'est de l'argent européen qui est donné, si vous voulez, à 50%. Il faut que vous ayez 50%, ils vous donnent les 50% si c'est des zones prioritaires et des zones à développer. D'accord ? Et donc nous, vous verrez, enfin le FEDER, on a peut-être injecté 20 millions de FEDER dans ce projet. Alors, bien entendu, il faut mettre de l'argent en face, si vous voulez, mais c'est l'Europe, donc c'est très exigeant sur le plan administratif, si vous voulez. Et puis, il faut rester dans les temps. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, dans 5 ans, d'ici 5 ans, je vais faire ça, et en réalité, qui n'arrivent pas à le faire. Ou qui n'ont pas réussi. Voilà. What normally takes 5 to 10 years
to develop a vaccine was achieved in 10 months because the world pooled its resources, scientists shared their expertise, and different manufacturers worked together. The European Union and others helped with money. Large sums were invested to build research capacities and production facilities early. Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines, to create a truly global common good. And now the companies must deliver. They must honor their obligations. And this is why we will set up a vaccine export transparency mechanism. Europe is determined to contribute to this global common good. But it also means business. Monsieur le Président, si on prend tous ces changements, est-ce que ça signifie aussi un nouveau mode de mondialisation? Est-ce que c'est aussi comment on dit, un new normal pour la mondialisation? Alors complètement. Je vais vous dire, tout ce qu'on est en train de se dire converge, pour moi, vers 3 éléments. Le premier, on doit bâtir un nouveau consensus. Le 11 novembre dernier, lors du forum justement de Paris pour la paix, on a essayé de réunir des chefs d'État, de gouvernement, des ONG, des organisations internationales, des intellectuels pour essayer de réfléchir à ce qu'on a appelé très immodestement le consensus de Paris. C'est le consensus de partout, qu'importe. Mais de se dire, plusieurs décennies après le consensus de Washington, il nous faut bâtir un nouveau consensus dont les règles ne sont pas la réduction de l'État, la baisse du secteur public et la création de valeur uniquement pour justement l'actionnaire. Et donc, on doit bâtir, et c'est exactement la discussion qu'on a depuis tout à l'heure ensemble, un nouveau consensus qui intègre tout ça et qui le remet au cœur du modèle. Deuxième point, il faut trouver un nouveau mode de coopération entre les États, c'est-à-dire retrouver un multilatéralisme efficace. C'est ce à quoi je crois depuis des années. Il était bloqué, en effet, par une administration américaine qui n'y croyait pas. Je nourris beaucoup d'espoir en ce début d'année avec un partenaire américain, j'espère qu'il va se réengager. Et donc, nous devons construire un multilatéralisme efficace qui permettra de répondre et de mettre en œuvre ce nouveau consensus. Et puis, troisième chose, on a besoin de bâtir ces nouvelles coalitions, celles-là même qu'on a essayé dans le cadre des One Planet Summit de construire, c'est-à-dire que, au fond, pour répondre à ces défis, le New Normal dont vous parlez est une interaction, et je salue à cet égard le caractère très innovant de votre forum depuis des décennies, vous aviez pensé ça, c'est-à-dire la coopération, mais au concret, entre les États, les ONG, les entreprises, les investisseurs. C'est-à-dire que ce New Normal dont on parle, la mise en œuvre de ce consensus, ce n'est pas qu'un multilatéralisme intergouvernemental, ce sont des coalitions d'acteurs hétérogènes qui se donnent les mêmes objectifs pour avoir des résultats. The challenges to our democracy, the pandemic, climate change. In his inauguration speech, President Joe Biden so aptly spoke of a cascade of crises. And indeed, we face an outstanding set of challenges. But we can meet them if we work together. And that's what we all have to learn again after 4 long years. That it is not a sign of weakness to reach out and help each other, but a signal of strength. And this spirit of cooperation is the only mindset which can help us tackle our challenges. The pandemic has shown the limitations of some of our old ways of working. But it has... Cette espèce de reset, là, je sais pas en français, on peut la grande réinitialisation, ou c'est même pas une théorie de complot cachée. Il y a des livres écrits là-dessus, il y a des sites web là-dessus. Time Magazine a fait récemment toute une page couverture là-dessus avec des entrevues bien ouvertes, là, puis ces gens-là en parlent clairement sans gêne, là, que entre autres, le président du Forum économique mondial, M. Klaus, qui se gêne pas pour dire que le monde capitaliste là, de Milton Friedman, là, qui base
notre économie occidentale sur les droits et libertés individuelles, puis le fait que les compagnies sont là pour faire de l'argent, bon, etc. Tout ça, là, ces gens-là se gênent pas pour dire c'est pas bon et on n'est peut-être pas capable de le faire changer politiquement par les votes, hein, parce que encore aux États-Unis, là, ça demeure un pays qui est plus à droite du centre. Alors, on va trouver une autre façon de le faire et ils utilisent, par exemple, la COVID pour faire avancer leur agenda qui est avec toutes sortes de beaux mots toujours, tu peux pas t'objecter à ces mots-là, là, c'est vert, puis la collaboration internationale, puis tous des beaux mots, mais finalement, leur objectif, c'est de créer un changement politique sans élection. La crise des inégalités sociales, la crise de la démocratie et de la soutenabilité du modèle démocratique et la crise climatique. Et donc, le modèle capitaliste marié à l'économie de marché ouverte, il ne peut plus fonctionner dans cet environnement. Pourquoi ? Parce qu'il a été le fruit historiquement d'un compromis qui était des sociétés démocratiques, l'individu libre, des libertés individuelles, un progrès des classes moyennes qui ont créé la soutenabilité dans chacune de nos sociétés. Et il a en quelque sorte complètement percuté cet équilibre, ce consensus qu'il y avait, par justement ces 4 accélérations. Ladies and gentlemen, from the protection of our democracy to the protection of our nature, Europe has everything to win from this new form of international and sectoral cooperation. And we will reach out to our partners from around the world, from foundations to global institutions, from CEOs to NGOs, and from our oldest partners across the Atlantic to all those who want to join. New alliances for new solutions. This is what we will work for. And I know I can count on you and the World Economic Forum to help us build it. I hope to be able to continue this discussion with you soon. For example, Klaus, when we meet hopefully in person at the special annual meeting in Singapore in May. And I thank you very much for your attention. Thank you very much, Ursula. Europe, as you tell us and as we see, is really taking the lead in the great reset effort which we need. Mais je regardais entre autres une annonce du Forum économique mondial et eux nous mettaient un visage d'un gars de 29-30 ans et lui, il nous dit que posséder des choses maintenant d'ici en 2030, posséder des choses, donc posséder une maison, posséder une auto, avoir un chalet, avoir une motoneige, ça sera plus ça, là. On s'en va dans un monde où on possédera plus rien. Tu sais, je veux bien croire qu'il y a du monde saucé, là, mais c'est quand même des organisations qui existent, puis qui font des forums, puis qui ont toute l'attention des médias. C'est eux qui nous poussent ce genre de folerie-là, qui sont zéro vus comme étant vraiment flyés, un peu malades dans la tête, un peu idiots. Donc, je sais pas, là, mais j'ai l'impression que ça existe pour vrai. Tu sais, c'est pas quelque chose d'inventé, cette affaire-là. Mais on dirait que quand tu lis un peu, justement, sur là-dessus... Oui, Adrien, ça a coupé, hein? Ça a coupé. On va le rejoindre tout de suite, là. Mais oui. On dirait que c'est comme une... C'est bizarre, on dirait que c'est une espèce de... Pas une attaque, mais c'est comme une vision pour changer le mode de vie des gens. Oui. Tu sais, juste pour le voyage, Jeff, ça s'est démocratisé, le voyage, avec les années. Tu sais, ça les dérange beaucoup. Énormément. Moi, quand ça les dérange énormément. Eux, ils voient le voyage, j'aimerais ça que ça revienne comme avant. Oui. Les nobles. Et les riches et les nobles. Là, le fait que monsieur tout le monde voyage. Tout le monde. Rappelle-toi l'animatrice de radio de Montréal, là, de TV de Montréal, je sais pas ce qu'elle fait, là. La fille de l'autre, là. Penelope McQuaid. Penelope McQuaid. Exactement. Elle a dit, hey, moi, je suis allé dans le désert, je suis allé au Maroc. Voilà.
Je m'en allais là-bas pour aller faire du yoga. Oui. Je m'en allais là-bas pour vivre mon expérience parce que moi, j'ai le moyen. Et là, j'arrive là, puis il y a plein de touristes tata qui sont là, puis qui se promènent, qui prennent des photos, puis des selfies. Ça m'a écœuré. Donc moi, je peux aller à Merguza, voir les magnifiques dunes dans le désert du Sahara, qui est une place tout à fait unique au monde. Mais les autres peuvent pas y aller. Les autres, c'est comme des espèces de touristes tata qui sont là. Mais moi, je veux avoir la place pour moi. Les gens n'ont pas compris que l'attaque aux touristes tata, c'est plus large que l'histoire de la COVID. Ben oui. Ladies and gentlemen, a year ago at Davos, we talked also intensively about digitalization. The pandemic has massively accelerated the process. The European Union will dedicate 20% of Next Generation EU to digital projects to nurture innovative ecosystems. For example, where universities, companies, innovators can access data and they can cooperate. To boost the vibrant startup scene we have in cities like Sofia and Lisbon, and to become a global hub for artificial intelligence, so that the 2020s can finally be Europe's digital decade. But for this to be a success, we must also address the darker sides of the digital world. Like for so many of us, the storming of the Capitol came as a shock to me. I mean, we are always quick to say democracy and values, they are part of our DNA, and that's true. But we must nurture our democracy every day and defend our institutions against the corrosive power of hate speech, of disinformation, fake news, and incitement to violence. And in a world where polarizing opinions are the loudest, it is a short step from crude conspiracy theories to the death of a police officer. And unfortunately, the storming of the Capitol Hill showed us how just true that is. The business model of online platforms has an impact, and not only on free and fair competition, but also on our democracies, our security, and on the quality of our information. And that is why we need to contain this immense power of the big digital companies, because we want the values we cherish in the offline world also to be respected online. And at its most basic, this means that what is illegal offline should be illegal online too. And we want the platforms to be transparent about how their algorithms work, because we cannot accept that decisions that have a far-reaching impact on our democracy are taken by computer programs alone. We want it clearly laid down that internet companies take responsibility for the manner in which they disseminate, promote, and remove content. And no matter how tempting it may have been for Twitter to switch off President Trump's account, such serious interference with freedom of expression should not be based on company rules alone. There needs to be a framework of laws for such far-reaching decisions. And this is why the Commission launched the Digital Services Act and the Digital Market Act in December. This is our new rule book for our digital market. And I want to invite our friends in the United States to join our initiatives. Together, we could create a digital economy rule book that is valid worldwide. It goes from data protection and privacy to the security of critical infrastructure. A body of rules based on our values, human rights and pluralism, inclusion, and the protection of privacy. So Europe stands ready.
Thank you very much, Ursula. When I coined the expression reset and the Great Reset and wrote the book, many people asked me, what does it really mean in practice? In the future, I can say, listen to the speech of the President of the European Commission of today. I just want to highlight, in coming back to your speech, one very important element. We talked a lot about nature, but I think what you said about a values-based social governance system related to the utilization of the internet and all digital capabilities, I think that's also a very important point in your speech. Thank you again for joining us, and I look forward to seeing you hopefully in Singapore when we have end of May, and wishing you in the meantime, particularly in fighting, or wishing us all, particularly in fighting this virus, great progress and hopefully victory. Thank you, Ursula. Thank you, Madam President. La théorie ultime, popularisée par Hold Up. Sans la 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030, qui sont la base du Great Reset. C'est aussi simple que ça. Comprenez ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que déjà, ils sont capables de tracer les activités corporelles et ensuite d'affecter la monnaie en fonction du fait des critères corporels qui auront été prédéterminés pour générer la monnaie. C'est-à-dire que là, on arrive à un contrôle total de l'individu. J'ai le vertige. Comment des hommes peuvent-ils imaginer des scénarios aussi tordus et en réussissant à corrompre toutes nos élites? L'avantage du terme Great Reset, c'est qu'il permet une sorte de synthèse de toutes les théories délirantes complotistes qui ont pu s'exprimer ces derniers mois autour de la 5G, du Covid, des masques, des laboratoires, enfin bref, toute cette fantasmagorie complotiste arrive un peu à maturité et à s'agréger, à se synthétiser derrière un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui serait donc le Great Reset. Schön, Herr Professor Schwab und meine Damen und Herren an den Bildschirmen. Covid-19 hat die Welt verändert und das zeigt sich auch an dem diesjährigen Davos. 100 Millionen Menschen haben sich bereits mit diesem Virus angesteckt. Mehr als 2 Millionen sind gestorben. Es gibt sicherlich eine sehr große Dunkelziffer. Und wir verzeichnen Wirtschaftseinbrüche an vielen Stellen. Und deshalb ist natürlich das Davos-Forum der richtige Ort, Diskussionen über die Zeit nach der Pandemie und die Wege aus der Pandemie zu führen. Und dabei gilt natürlich, alles, was die Pandemie eindämmt, ist gut. Aber es ist nicht nur gut für die Gesundheit der Menschen, sondern es ist auch gut für die wirtschaftliche Entwicklung, für die gesellschaftlichen und die kulturellen Möglichkeiten. Sie haben das Motto gewählt, The Great Reset. Das ist das diesjährige Thema. Und ich frage einmal, brauchen wir wirklich diesen Great Reset? Oder ist es nicht mehr so, dass wir weniger in den Zielsetzungen einen Neuanfang brauchen, sondern mehr in der Entschlossenheit unseres Handelns? Der dritte Punkt, das ist die Frage der globalen Vernetztheit, der globalen Verbundenheit, die Abhängigkeiten, in denen wir leben. Und das ist natürlich ein Punkt, der uns in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat. Und wo man jetzt, für mich noch klarer ist als vorher, es war für mich auch vorher schon klar, dass wir einen multilateralen Ansatz wählen müssen, dass ein Abschottungsansatz uns nicht dabei helfen wird, die Probleme zu lösen. Wir sehen das als erstes bei dem großen Thema Impfen, weil es natürlich der Weg aus der Pandemie heraus ist. Und hier beweist sich natürlich dann, wie ist das Verhältnis von Worten und Taten. Ich bin sehr dankbar und hier haben auch die G20 sehr gut gewirkt, dass wir unter der saudischen Präsidentschaft, dass wir uns zu einem multilateralen Ansatz für das Impfen entschieden haben und dann in der Folge COVAX gegründet wurde. Hier müssen einerseits die reicheren Länder einzahlen. Das ist richtig. Deutschland beteiligt sich dabei, die Europäische Union beteiligt sich dabei und wir werden uns auch weiter engagieren. Geld ist das eine. Aber das andere ist natürlich in Zeiten der Knappheit auch die Verfügbarkeit des Impfstoffs.
Und hier geht es um eine faire Verteilung und eben nicht nur um die Frage von Geld. Und deshalb bin ich sehr froh, dass jetzt Gavi als Verhandlungsführer für COVAX erste Verträge abschließen konnte. Und zwar auch mit den Unternehmen, die auch zum Beispiel bei der Europäischen Medizinischen Agentur ihre Zulassungen bekommen. Ich bin sehr froh, dass die Weltbank diese Aktivitäten sehr intensiv unterstützt. Und wir werden natürlich alles dafür tun, dass jetzt auch schnell die Verteilung beginnen kann. Aber machen wir uns nichts vor. Die Frage, wer auf der Welt welchen Impfstoff wann bekommt, wird natürlich auch neue Verbundenheiten und neue Erinnerungen schaffen, denn wer in einer solchen Not Hilfe bekommt, erinnert sich daran natürlich sehr viel stärker, als wenn das in guten Zeiten der Fall ist. Ich glaube, es hat sich gezeigt, es ist die Stunde des Multilateralismus. Was bedeutet Multilateralismus? Multilateralismus bedeutet ja nicht nur, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, sondern dass wir auch transparent zusammenarbeiten. Man muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn der Pandemie war die Transparenz vielleicht nicht ausreichend, was die Informationen über den Ausbruch der Pandemie in China anbelangt hat, auch was die Weitergabe der Informationen durch die Weltgesundheitsorganisation anbelangt hat. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt zurückblicken und das Versäumte betonen, sondern das heißt, dass wir die Lehren daraus ziehen. Und deshalb finde ich es jetzt gut, dass auch eine WHO-Delegation in China ist und die Dinge noch einmal untersucht. Und wir müssen die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, stärken. Und deshalb ist es eine sehr gute Botschaft, dass die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt nach dem Amtsantritt von Joe Biden auch wieder Mitglied und mitarbeiten bei der WHO. Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen. Deshalb ist mein Fazit, wenn wir uns anschauen, was die Pandemie mit uns gemacht hat, dass sie als Bestätigung all dessen gelten kann, was in den letzten Jahren doch immer den Geist von Davos ausgemacht hat. Die Fragen, die dort diskutiert wurden, die waren richtig, aber entsprechend dem deutschen Schriftsteller Erich Kästner haben wir ein Sprichwort, das heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass das Reden und das Diskutieren, das gedankliche Klarmachen wichtig ist. Aber ich glaube, die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass jetzt ein Zeitraum des Handelns kommt, wo möglichst konzertiert, möglichst gemeinsam, möglichst nach gleichen und auch gemeinsam diskutierten Prinzipien agiert wird, aber wo eben etwas getan wird, um die Schwachstellen, die wir alle erlebt haben, möglichst zu überwinden. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Then they go to HomeSpace or any James app and they scan everything inside. And can it only be used by people who have been vaccinated? Yes, only or recovered. Recovered. Yes. Okay, recovered. Test is not enough? Test. No test. No test. So no recovery or vaccine. Do it here. Green passport. This is the green passport, and this is going to be the path of many countries. So we can go inside? Yeah, of course. Okay. Frau Bundeskanzlerin, eine der Folgen dieser Krise oder dieser Pandemie ist ja die verstärkte Rolle des Staates. Aber auch die verstärkte Rolle, wie ich vorher erwähnt habe, zumindest der größeren Unternehmen, die erkannt haben, dass sie sich vermehrt sozial, umweltfreundlich engagieren müssen. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Was bedeutet das für unser langfristiges Gesellschaftsmodell und Wirtschaftsmodell? Ich frage auch deswegen, weil Sie wissen ja, ich bin sehr engagiert in diesem Begriff vom Stakeholder Capitalism. Und ich wundere mich immer, wie das ideologische Widerstände hervorruft, zumal in meinen Augen ein Unternehmen ja nicht nur eine wirtschaftliche Einheit, sondern auch eine gesellschaftliche Funktion hat und die beiden nicht im Widerstand stehen. Aber wie sehen Sie als was ist das zukünftige Gesellschaftsmodell, das wir anstreben müssen? Und vielleicht noch eine Nebenfrage, die aus dieser Feststellung herauskommt. Die großen Unternehmen
kommt natürlich verstärkt aus dieser Krise heraus. Die mittleren und kleineren Unternehmen sind am stärksten betroffen. Und gerade diese Unternehmen sind ja für Europa insgesamt, aber für Deutschland ganz besonders gesellschaftstragend, wenn ich das so ausdrücken darf. Ja, also ich würde mal sagen, wir haben große und kleine Unternehmen, die ganz große und kleine, die zum Teil profitieren aus der Krise, weil plötzlich ganz andere Dinge gefragt sind. Also digitale Lösungen für bestimmte Dinge erleben jetzt eine Renaissance. Da kann es auch ein kleines Start-up sein. Aber manche Unternehmen sind unglaublich getroffen, wenn ich an Restaurants denke, wenn ich an Veranstaltungsmanagement denke, wenn ich an künstlerische Initiativen denke, an Einkaufsläden und vieles andere mehr, wo wir wirklich auch nach der Pandemie, wenn wir wieder lockern können, jetzt gucken müssen, was müssen wir an Unterstützung leisten, um eine innerstädtische Infrastruktur zum Beispiel aufrechtzuerhalten und Ähnliches. Also ich glaube, es gibt ganz unerwartete Nutznießer dieser Krise, aber wenn wir an große Reisegesellschaften oder Flugunternehmen denken, dann kann man auch ein großes Unternehmen sein und sehr stark betroffen sein. Aber Sie haben jetzt ja die Frage sehr grundsätzlich gestellt und es ist schier unmöglich, in 5 Minuten darauf zu antworten. Aber was sich doch immer wieder zeigt, das ist, dass das, was wir in Deutschland die soziale Marktwirtschaft nennen, eigentlich ein sehr gutes Modell ist. Was davon ausgeht, dass wir sozusagen vom Menschen her denken sollten, dass wir die menschliche Kreativität voll nutzen müssen, den Menschen Entfaltungsspielraum geben müssen, aber auch immer wieder Leitplanken aufstellen müssen. Und diese Leitplanken verändern sich. Diese Leitplanken müssen in der Zeit der Digitalisierung jetzt auch vollkommen neu gedacht werden, wenn man mal über die digitale Souveränität jedes Individuums nachdenkt. Aber der Grundansatz ist ja immer, und das ist kein statischer, die richtige Balance zwischen Staat und sozusagen staatlichem Handeln und individueller Verwirklichung zu ermöglichen und dabei die langfristigen Rahmenbedingungen mitzudenken. Und das heißt, auf der einen Seite Konzentrationsprozesse sozusagen zu stoppen, wenn sie übermächtig werden. Deshalb ist das Wettbewerbsrecht als staatliche Leitplanke so wichtig. Das heißt, in Zeiten der Globalisierung, wenn man nationale Politik macht, natürlich die globalen Zusammenhänge immer mitzudenken. Das heißt, Preise zu internalisieren, wenn ich mal an die Klimaschutz, bei dem ich immer noch für das beste Instrument die CO2-Bepreisung halte, für das wirksamste Element. Aber die müssen eben doch zwangsweise internalisiert werden. Da wird kein einzelnes Unternehmen alleine drauf kommen oder jedenfalls nicht schnell genug und schon gar nicht die Gesamtheit der Unternehmen. Und wenn man jetzt mal die letzten 15 Jahre zurückguckt, dann würde ich sagen, hatten wir 2007, 2008, als wir die große Finanzkrise hatten, doch eher ein Ausschweifen in Richtung viel zu viel von Freiheiten und zu wenig Regeln für die Effizienz von Kapital- und Finanzmärkten. Danach haben wir sozusagen die Regulierung in die andere Richtung gedreht, in unterschiedlicher Art und Weise, aber schon damals auch noch relativ gemeinsam. Und die ganze Internalisierung der Lebenszusammenhänge, wenn wir an Biodiversität denken, wenn wir an Klimaschutz, an CO2-Bepreisung denken, an die Nachhaltigkeit insgesamt, gibt dem Staat in unserer Zeit schon wieder eine wichtige Bedeutung und das Verlassen allein darauf, dass Unternehmen schon das Richtige machen werden und dass daraus für die ganze Welt das Richtige entsteht, das alleine ist es nicht. Es darf aber meiner Meinung nach auch nicht so weit sich wieder in die andere Richtung wägen, in der dann der Staat sich als der beste Unternehmer fühlt. Das wird die Kreativität unserer menschlichen Potenziale zu sehr beschränken. Und so ist soziale Marktwirtschaft ein ewiger Suchprozess, bei dem man im Grunde so ein Optimum finden muss und das Ganze längst nicht mehr so national denken kann wie vielleicht vor 100 Jahren, sondern sehr viel globaler denken muss. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Monsieur le Président, c'était vraiment une vision intégrale de notre avenir, mais notre avenir va arriver automatiquement. Il faut le construire.
Et je suis heureux qu'on a vu à travers de votre présentation qu'il y a des gens et des leaders qui ont une perspective très claire. Comment devrait cet avenir, qu'est-ce que devrait être cet avenir qu'on veut construire pour le bien de tout le monde? Alors, un grand merci, Monsieur le Président, et je suis désolé que la technologie, apparemment avec la ligne entre Paris et Genève, nous a fait certaines surprises, mais je crois que c'était un grand événement en regardant l'avenir. Merci bien, Monsieur le Président de la République. Merci, professeur. Merci, cher Klaus. Et je remercie tout le monde. En effet, nous sommes parfois plongés dans le quotidien, mais je pense que c'est aussi important, et merci de m'en avoir donné l'occasion, d'essayer de regarder ensemble le cap et d'échanger sur ces sujets. Et votre conclusion le dit très bien, je la partage et je m'arrêterai là-dessus. N'oublions jamais que notre objectif est toujours en société de construire la vie bonne, avec les vertus qui vont avec et la volonté de respecter l'autre. Et je pense que c'est au service de cet objectif qu'on doit mettre chacune de nos actions. Donc merci beaucoup, tous mes vœux, et j'espère à très bientôt physiquement. À bientôt. Au revoir, Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci Klaus, merci professeur. C'est donc ça la France, à l'aube de l'hiver. On met tous un masque et c'est le même qu'hier. Un couvre-feu, un reconfinement. Ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer tout le code civil en les laissant décider. Ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre. Pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner, ça ne tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins. Pour bien jouer le jeu de Big Pharma, y a pas plus de lits, on est dans de beaux draps. On interdit de soigner les médecins de ville, on empêche de livrer les réserves de Plaquenil. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. On parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler. Si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leurs mesures hostiles que t'as pas vu arriver te servent le poison d'avril. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si tu n'adhères pas à la pensée unique, t'es qu'un complotiste, un égocentrique. Manifester, pour eux, pas question. Y a-t-il encore une liberté d'expression? Non, tu te fais gazer par leurs projectiles. Dès qu'on est regroupés, ils nous envoient leurs gorilles. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Peut-on se tromper autant sans le vouloir? Y a-t-il une bouffée délirante au sein du pouvoir? Ils sont capables de dire c'est vaccin ou prison, pour que chaque vague laisse l'écume de la soumission. Ne laissons pas tomber, elles sont si fragiles. Je parle de nos libertés, nos vies ne sont pas futiles. Ne laissons pas tomber, soyons moins dociles. On est tous éveillés, il faut sortir de la file.